Plus du numérique de Charbonnières. Et je vais laisser la parole à Elisabeth. Bonjour à tous, Elisabeth Géraud. Donc, effectivement, je suis avocate, je suis associée d'un cabinet lyonnais qui s'appelle SCOV, qui est un cabinet dédié aux enjeux de la transition écologique qui accompagne des entreprises, des personnes publiques, des structures de l'ESS, voilà, assez divers et variés. Et à titre personnel, mon domaine de spécialité, c'est le droit de l'environnement et plus particulièrement les questions d'économie circulaire. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, cette loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, donc REN, RIN, peu importe, c'est une loi qui a été promulguée en novembre, qui est arrivée juste après la loi climat, dont pour le coup vous avez, à mon avis, beaucoup plus entendu parler, qui a été promulguée en août. Et donc malheureusement, cette petite loi à côté de la loi climat est passée un petit peu inaperçue parce elle poursuit des objectifs similaires, hein, la décarbonisation, mais d'un secteur en particulier, celui du numérique. Mais effectivement, à côté de la loi climat qui est plus de 300 articles, cette petite loi de 35 articles qui est finalement au gré des débats parlementaires a été assez édulcorée, est passée un petit peu à la trappe de l'actualité. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée dans le cadre de ce programme éco-conception parce que un des gros enjeux de cette loi, c'était la question de l'éco-conception des services numériques, et ben d'en profiter pour vous faire ce petit point de récap pour pas passer à côté de cette actualité législative. Alors rapidement sur le contexte, donc l'objectif de cette loi, il était assez simple, hein, c'était de faire converger transition écologique et transition numérique en responsabilisant tous les acteurs économiques et notamment les entreprises et surtout les entreprises d'une certaine taille. Elle s'est inspirée en fait des préconisations d'un rapport du Sénat qui avait été publié en 2019. C'était une mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique et le rapport alertait sur le fait que voilà, le numérique à horizon 2040, ça va devenir, du point de vue carbone, quelque chose de majeur, avec des évaluations, peut-être qu'aujourd'hui même elles seraient revues à la hausse, parce que c'était en 2019, avant la période Covid, qui a quand même donné une place très très importante au numérique, encore plus qu'avant. Mais voilà, en 2040, ce serait 7% des émissions de la France contre 2% aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est vraiment de réduire cet impact carbone et de commencer très rapidement une adaptation et une réflexion de toutes les structures et de l'usage du numérique. La loi, elle contient 5 chapitres avec 5 objectifs. Le premier, faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique. Le deuxième, limiter le renouvellement des appareils numériques. Le troisième, faire émerger des usages numériques écologiquement vertueux. Ensuite, promouvoir des data centers et des réseaux moins énergivores. Et puis, le dernier volet, promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires. Donc voilà, c'était un peu les 5 sujets portés par cette proposition de loi initialement, donc qui est pas qui vient pas du gouvernement, hein, qui vient du Sénat, ce qui est assez rare sur cette dernière législature pour être souligné. Donc voilà, une intention des parlementaires assez forte et malheureusement, effectivement, avec le calendrier des débats parlementaires, cette loi climat, les problèmes Covid, on se retrouve au final, et vous le verrez, avec une loi qui pose les jalons d'une transition, mais ne l'acte pas complètement, ne va pas au bout de sa logique, et surtout qui remet dans 2 à 5 années, la plupart du temps, le caractère contraignant des mesures pour permettre notamment aux acteurs de s'adapter et puis voilà, au secteur de trouver des nouvelles solutions. La mesure la plus intéressante, je pense, pour les entreprises, en tout cas qui concerne toutes les entreprises, c'est l'annonce d'un futur référentiel éco-conception du numérique. Donc, je vous ai remis les dispositions de l'article pour bien comprendre comment est-ce qu'il va être conçu. Donc, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, enfin l'ARCEP, le CSA en lien avec l'ADEME qui doivent définir le contenu d'un référentiel général de l'éco-conception des services numériques. Donc ce référentiel devra s'appuyer sur la définition européenne de l'éco-conception.
Il va viser à définir des critères de conception durable des services numériques afin d'en réduire l'empreinte environnementale. Et ce qui est précisé, et on verra juste après pourquoi est-ce que c'est bien précisé, parce que c'était l'intention initiale, ces critères dans ce référentiel concernent notamment l'affichage et la lecture des contenus multimédia pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs des services numériques. Donc tout cet enjeu un petit peu aussi sur l'écologie au sens large du numérique qui va devoir être pris en compte dans ce nouveau référentiel. Donc, concrètement, de quoi s'agit-il? L'entrée en vigueur, ce sera ce nouveau référentiel. Il est annoncé pour janvier 2024. Donc, ce qui laisse un petit peu de temps, sachant que de manière assez surprenante, avant même que la loi soit promulguée, il y a un référentiel éco-conception des services numériques qui avait été notamment sur lequel avait travaillé l'ADEME, qui a été mis en ligne et publié. Donc, on ne sait pas vraiment est-ce que ça va faire doublon, est-ce que c'est un nouveau travail qui va être fait. Mais en tout cas, peu importe, même s'il y avait déjà une base de travail, ce référentiel il est annoncé pour janvier 2024. Donc concrètement, de quoi s'agit-il? Et ça, je pense que de toute façon, Amandine, qui va prendre la parole juste après sur cette question des référentiels d'éco-conception, va beaucoup mieux vous l'expliquer que moi. L'objectif, c'est d'avoir une réflexion globale sur l'usage des technologies et puis d'intégrer les caractéristiques environnementales dès la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale tout au long du cycle de vie du produit. Donc voilà, la logique, c'est une analyse de cycle de vie. Les objectifs, ça va être de réduire la consommation de ressources informatiques et de réduire aussi la contribution à l'obsolescence des équipements, donc les réseaux, les serveurs, etc. Et à quoi est-ce que ça va s'appliquer? Parce que c'est aussi un point qui est pas forcément extrêmement clair quand on est à disposition. Ça s'applique donc aux services numériques. Donc le service numérique, concrètement, ce référentiel, il aura vocation à s'appliquer essentiellement aux sites web, aux API, aux logiciels à installer. Mais ce qu'il faut comprendre par la notion de service numérique, c'est que c'est l'association finalement à la fois d'équipements, d'infrastructures, de logiciels et d'autres services numériques. Donc c'est pour ça encore une fois que ce référentiel, cet objectif d'éco-conception sur un service numérique reste quelque chose d'assez complexe avec tout l'aspect réseau et association d'éléments. Donc c'est aussi pour ça potentiellement que ce délai, je pense, a été fixé par les parlementaires qui ne sont pas des professionnels, par exemple comme Amandine, et qui se doutent que pour permettre aux entreprises d'avoir les référentiels les plus adaptés et les plus opérationnels, il faut un petit peu de temps pour avoir les premiers retours du marché. Concrètement, du coup, une fois qu'on aura ce référentiel général d'éco-conception des services numériques, il y aura cette espèce de cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception qui seront applicables aux produits liés à l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient remplacer l'obligation d'éco-conception des sites qui était initialement imaginée par le Parlement. Donc, à l'origine de cette proposition de loi, il y avait ce référentiel éco-conception, sauf que la proposition était beaucoup plus forte. L'objectif, c'était vraiment de créer une obligation d'éco-conception des services numériques qui pèserait sur les personnes publiques, mais aussi sur les entreprises à partir d'une certaine taille, d'un certain montant de chiffre d'affaires ou d'un certain nombre de salariés, bien sûr, pour que ce soit quelque chose de gérable. Mais en tout cas, à la base, c'était l'objectif, c'était d'avoir une obligation d'éco-conception, notamment des sites Internet qui seraient ensuite contrôlés et sanctionnés avec des amendes. C'est aujourd'hui pas ce qui a finalement été promulgué, mais en tout cas, c'est l'intention initiale et on peut s'attendre à ce que ça le devienne dans les prochaines années. Voilà, mais donc je reviens sur le fait qu'effectivement, ce sur quoi on peut attendre ce référentiel, c'est vraiment les critères liés à l'affichage et à la lecture des contenus multimédia
et notamment sur cette question de comment limiter le recours aux stratégies de captation et de l'attention des utilisateurs et services numériques, voilà, qui poursuit à la fois un objectif bien sûr carbone, mais il y a aussi un enjeu de santé publique. Donc c'est vrai que ce référentiel, comme la loi le prévoit, devra vraiment mettre l'accent sur ce volet-là par rapport à d'autres critères d'éco-conception qu'on pourrait retrouver dans d'autres référentiels. Et que justement Amandine va vous présenter juste sur la slide suivante. Mais donc, dernière slide pour bien que ce soit clair pour vous, l'impact de ce référentiel sur les entreprises. Aujourd'hui, et c'est important de bien le comprendre, c'est un référentiel, c'est un guide des bonnes pratiques, donc il ne va pas être contraignant. En tout cas, le texte ne prévoit pas aujourd'hui qu'il s'agit d'un référentiel contraignant qui sera contrôlé et qui obligera les entreprises à éco-concevoir et réviser tous leurs services numériques, etc. En revanche, c'était l'intention initiale, donc il faut le garder en tête, c'est-à-dire que en fonction potentiellement, bien sûr, en plus des questions d'évolution politique qu'il pourra y avoir à partir de cette année, la tendance, et j'imagine que vous le vivez tous les jours dans vos entreprises, c'est qu'on a souvent des réglementations environnementales, on est sur de la soft law, on est sur des green deals, on expérimente, on essaye, on teste. Rapidement, en revanche, ensuite, ça devient contraignant. Donc, il faut s'attendre à ce que ce référentiel devienne après une obligation qui sera contrôlée et sanctionnée financièrement. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de, dès maintenant, s'engager de toute façon dans ce travail d'éco-conception de vos services numériques, sachant qu'en plus, de toute façon, il y a à y gagner, puisque ça permet de faire des économies d'énergie, et c'est les exemples qu'on a cités, par exemple, l'éco-conception des services numériques, ça va diminuer les besoins des services de refroidissement en ayant une éco-conception de ces services, l'allongement de la durée de vie des serveurs, et tout ça, effectivement, a de toute façon un coût, un prix, et donc constitue des charges sur lesquelles il est possible, grâce à l'éco-conception, d'économiser. Et je vais donc laisser la parole à Amandine qui va vous présenter, au-delà de ce prochain référentiel réglementaire, les référentiels éco-conception du numérique qui existent déjà et donc qui peuvent vous permettre d'anticiper ce référentiel et de vous engager dans cette démarche dès aujourd'hui. Voilà, donc tout à fait, comme le dit Elisabeth, on ne peut pas encore vous dire ce qu'il y aura dans le futur référentiel donc, qui devra être mis en application en 2024, mais par contre, on peut déjà vous donner une idée de ce qui existe. Et avant de rentrer dans les détails des référentiels, ce qui est important à retenir de ce qu'a dit Elisabeth, c'est déjà cette notion d'agir sur l'éco-conception du service numérique, qui du coup va faire appel à toute la chaîne du service numérique. Donc ça va dès le début de l'idée de conception de notre service jusqu'à sa mise en application. Et forcément, ça fait appel, comme elle le disait, à des logiciels, à d'autres services numériques, à du codage, du back-end, du front-end, tout un tas de notions numériques, mais en même temps aussi les infrastructures associées, puisque une des pistes d'éco-conception d'un service numérique, c'est aussi de travailler sur, par exemple, l'adaptabilité de son logiciel à son téléphone, faire en sorte qu'on ne soit pas obligé, par exemple, de changer le téléphone parce que l'application est nouvelle, ne s'applique pas aux anciens modèles de téléphone. Donc ça, c'est une des pistes qu'on peut trouver. Et au sens large sur qu'est-ce qui existe en termes de référentiel de l'éco-conception numérique. Je vous ai mis ici un petit panorama qui présente les 4 référentiels existants. Donc vous avez celui dont a déjà parlé Elisabeth, le RGESN, donc le référentiel général de l'éco-conception des services numériques, donc là qui a été développé par la Direction interministérielle du numérique. Donc là, c'est l'initiative, on va dire, État qui a été mis en consultation jusqu'au mois de décembre de l'année dernière, 2021, et donc qui devrait sortir une nouvelle version en 2022. Il fait appel au guide que vous avez juste en dessous de l'INR, le guide de référence de conception responsable de services numériques. Donc vous verrez sur la diapo d'après, je vous ai mis des exemples. Ensuite, on a le référentiel de 45 bonnes pratiques d'éco-conception de services numériques développé par Green Concept et le guide d'éco-conception de services numériques des designers éthiques.
Donc là, vous avez déjà 4 référentiels qui vous permettent aussi d'aller travailler sur ces sujets-là. Et en parallèle, vous le voyez en dessous, il y a un groupe de travail actuellement qui est dirigé par la FNOR pour sortir un guide de bonne pratique également d'éco-conception de services numériques, une AFNOR Spec. Donc là, on est en train de travailler sur le sujet. Le pôle éco-conception fait partie des acteurs de ce sujet-là. Le but, c'est d'aller reprendre certaines pistes qu'on a sur le guide précédent et de réaliser un consensus, de discuter dessus et de réaliser un guide qui sera un peu plus simple à appliquer et surtout plus large dans le périmètre. Donc, notamment, vous avez tout ce qui est lié à la définition, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un service numérique? Qu'est-ce que l'éco-conception du service numérique? Et surtout, quelles sont les différentes étapes du cycle de vie d'un service numérique sur lesquelles on va agir? Et à chacune de ces étapes, qu'est-ce que moi, en tant qu'entreprise qui va développer un service numérique, qu'est-ce que je dois prendre en compte sur chacune de ces étapes? Donc, la démarche existe déjà sur les produits. Certains d'entre vous, peut-être, ont déjà réalisé des démarches de produits éco-conçus. Mais là, le but, c'est de faire la même chose, mais sur un service numérique. Et vous vous doutez bien que forcément, les étapes ne vont pas être les mêmes. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir toujours cette vision globale, puisque, comme le disait Elisabeth, le but final, c'est d'avoir éco-conçu notre service numérique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir diminué les impacts environnementaux de notre service par rapport à une première référence. Donc là, les guides vont vous donner vraiment des pistes pour aller sur ce sujet-là. Donc, on va voir sur la diapo d'après, je vous ai mis quelques petits exemples. Voilà. Sachant que je vous ai mis les liens vers les guides, à savoir que ces guides sont tous accessibles gratuitement en cliquant sur le lien. Donc, pour ceux qui voudront aller regarder un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à aller sur ces guides-là. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, puisque suivant les guides, l'affichage n'est pas tout à fait le même. Ça vous permet de pouvoir aller piocher un petit peu des idées un petit peu partout. Sur le premier, le guide de l'INR, dont s'est inspiré l'ADINUM pour réaliser son référentiel. Là, vous avez 8 familles et 55 recommandations. Alors, pourquoi GR 491? Tout simplement parce qu'il y avait 491 critères. Donc, bonne pratique pour réaliser l'éco-conception de son service. Je vous ai mis un petit exemple ici. Donc là, une des pistes, c'est de se dire, je réduis l'impact des données, de leur stockage et de leur accès. Et ensuite, je suis sur la thématique données. Qu'est-ce que je veux faire? Quelles questions je me pose? Est-ce que le nombre de requêtes est minimisé? J'utilise pas de boucle, etc. Donc là, vous voyez, on parle d'une généralité. Je travaille sur mon back-end. Une des pistes, c'est de réduire l'impact. Comment je fais pour réduire cet impact? Et ensuite, vous avez des indicateurs aussi que vous pouvez mettre en place. Le guide des designers éthiques que vous avez à côté, c'est la même chose. À chaque étape de mon projet, donc là, c'est réalisé par étape du projet et non par secteur. Donc, je suis à l'étape de conception de mon projet, je suis à l'étape de réalisation, d'utilisation de mon service numérique. Chacune de ces étapes, quelles questions je me pose? Ensuite, vous avez des exemples qui vous permettent aussi de savoir sur quelle piste je peux partir et des liens aussi pour approfondir le sujet. Donc, suivant les thématiques sur lesquelles vous travaillez, vous pouvez aussi les creuser. Et sur l'autre exemple que vous avez à côté, sur le référentiel de Green Concept, là, cette fois-ci, vous avez 5 actions. Donc, vous le voyez, je travaille sur le lien avec mes parties prenantes, sur mon modèle économique, mes terminaux, mes logiciels, mon infrastructure. Et à chacune de ces thématiques, vous avez, pareil, tout un tas de questionnements, de bonnes pratiques associées et d'exemples. Donc, vous voyez, c'est assez, tous ces guides sont assez simples. C'est juste les points d'entrée qui sont pas tout à fait les mêmes. Et à chaque fois, ça permet d'aller, suivant notre problématique, de dire sur quoi il faut que je fasse attention, sur quoi je travaille et comment je fais. Donc, voilà un petit peu tout ce qui existe en termes de guide de bonne pratique actuellement. Et puis, comme je vous disais, l'AFNOR Spec va sortir en mars 2021 aussi, en mars 2022, pardon, en mars 2022, donc très bientôt, donc qui permettra aussi d'alimenter aussi cette réflexion.
Merci Amandine. C'est vrai que, enfin, je sais pas vous, moi, c'est vrai que de voir les bonnes pratiques, de voir des exemples, ça parle tout de suite. Sinon, tout ça est potentiellement très abstrait si on n'est pas, on n'est pas très opérationnel et un petit peu développeur. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, je pense, qui sont assez accessibles et qu'on peut mettre en pratique dès maintenant, donc sans attendre tous ces référentiels. Donc, c'est plutôt une bonne chose. La dernière partie de ce webinaire, on s'est demandé si c'était le plus pertinent. J'espère pas trop vous ennuyer, mais on s'est dit qu'on allait quand même en profiter pour vous donner les autres dispositions de cette loi visant à réduire l'impact environnemental du numérique qui peuvent impacter les entreprises. Sachant qu'encore une fois, là, pour le coup, ça va pas forcément impacter toutes les entreprises. C'est pas, donc, on les a un petit peu classées. Je vais pas forcément rentrer trop dans le détail. S'il y a des questions, on va les traiter dans la partie questions juste après. Mais comme ça aura été l'occasion un petit peu de faire le point sur tout ce qu'on y trouve. Donc, pour les entreprises qui vont produire des équipements électroniques et numériques, ce qui est intéressant, il y a pas mal de nouvelles mesures pour le coup qui sont intéressantes et qui sont utiles à connaître. Sur le volet pénal, il y a une évolution du délit d'obsolescence programmée qui est censé devenir plus dissuasif. Et puis, on a aussi toute la consonance maintenant. L'obsolescence logicielle a été ajoutée. En toute transparence, il n'y a qu'une seule plainte pour l'instant aujourd'hui qui a été déposée pour obsolescence programmée. J'imagine qu'il y en a pas mal qui ont suivi. C'est l'affaire contre les cartouches d'imprimantes qui a été une plainte qui a été faite par l'association HOP, Acte à l'obsolescence programmée. Et cette plainte date de 2017 et aujourd'hui, on n'a toujours pas eu d'audiencement et de suite à cette plainte. Donc, mon avis à titre de praticien du droit, c'est que le problème du délit d'obsolescence programmée, c'est pas vraiment sa définition, c'est qu'il n'est pas poursuivi par le ministère public dans ce pays. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour les entreprises, avoir conscience que ce délit, qui est quand même un délit important à prendre en compte, voilà, évolue, s'élargit et donc il devient de plus en plus facile à caractériser pour peu, encore une fois, qu'il soit poursuivi, sachant que, pareil, il y a un objectif d'inverser la charge de la preuve et donc, en principe, que ce soit plus facile pour les consommateurs de déposer plainte pour le délit d'obsolescence programmée, à charge ensuite pour les services d'enquête et pour l'entreprise de démontrer qu'il n'y a pas obsolescence programmée. Bon, voilà, je rentre pas plus dans le détail parce que, encore une fois, ça reste dans la pratique quelque chose de peu répandu. Et puis, on a l'ajout aussi de l'interdiction de limiter la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un appareil hors des circuits agréés du fabricant. Donc ça, il y avait déjà des interdictions qui existaient, qui est un petit peu complété parce que c'est des amendements qui ont été portés par des députés, qui ont été, dont le secteur de la réparation est à l'origine. C'est un amendement, voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les fabricants évitent par des moyens, notamment l'appareillage des pièces détachées, etc., d'empêcher les reconditionneurs ou les réparateurs de restaurer l'ensemble des fonctionnalités des appareils. Donc là, encore une fois, c'est des choses qui existaient déjà. On va un petit peu plus loin. C'est plus des mesures correctrices ou pour aller encore une fois un petit peu plus loin. On a des nouvelles obligations d'information du consommateur. Donc là, encore une fois, c'est si vous mettez sur le marché des appareils numériques. Donc, on va avoir une obligation d'information sur les mises à jour pour préciser si elles sont nécessaires ou non à la conformité du bien. Voilà, donc en gros, informer beaucoup plus clairement sur les mises à jour les consommateurs. Une obligation aussi de les informer en donnant des conseils sur l'entretien et le nettoyage informatique des éléments numériques. Donc ça peut être intéressant à voir encore une fois le format que ça va prendre et ça va concerner uniquement les distributeurs d'équipements informatiques qui seront en contact direct avec le consommateur. Mais donc voilà, ça peut encore une fois, là, pour le coup, donner lieu à des notices et à des conseils qui sont, c'est vrai, aujourd'hui, quasiment pas dispensés et qui sont très utiles pour lutter contre l'obsolescence du matériel numérique et informatique.
Et puis, il y a une obligation pour les producteurs de téléphones portables neufs d'informer les consommateurs sur l'existence d'offres de téléphones reconditionnés. Donc, encore réouvrir sur ce marché, sachant que l'impact les terminaux, enfin les téléphones portables sont un des plus gros problèmes au niveau impact carbone dans l'usage du numérique avec le renouvellement beaucoup trop fréquent. On est tous conscients de ça. Sur la fin de vie des équipements numériques, on a des nouveaux objectifs. On a une disposition qui prévoit des objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certains biens qui comportent des éléments numériques qui devront être inclus dans les cahiers des charges des filières de responsabilité élargie du producteur, donc concrètement tous les éco-organismes qui gèrent les D3E. On a aussi une disposition qui prévoit la possibilité de mettre en place des opérations de collecte nationale pour les producteurs de ces équipements et électroniques pour leur permettre de réduire leur stock d'équipements usagés inutilisés. Bon, ça, encore une fois, l'intérêt de cette mesure en pratique potentiellement peut interroger. Et puis, les reconditionneurs et les réparateurs ont désormais les mêmes droits et le même accès aux pièces détachées des appareils électroniques. Parce que là, pareil, c'est une petite correction par rapport à ce qu'il y avait depuis la loi AGEC donc de 2020 qui ouvrait ce droit d'accès pour les réparateurs et qui là l'ouvre aux reconditionneurs. Donc l'objectif, encore une fois, là, c'est des choses qui existent déjà, c'est simplement d'aller un tout petit peu plus loin. Pour les entreprises ESUS, donc les entreprises solidaires d'utilité sociale, et il y en a beaucoup qui sont des reconditionneurs sur le marché du téléphone portable, donc et plus largement des équipements numériques et électroniques. La loi prévoit maintenant que toutes les personnes publiques, les établissements et collectivités, les services de l'État, etc., pourront leur céder gratuitement leur matériel informatique, justement en vue d'un reconditionnement et d'un réemploi. Donc ça, c'est intéressant parce que ça constitue une nouvelle manne, un nouveau gisement auquel vont pouvoir accéder gratuitement ces entreprises-là, ces réparateurs et ces reconditionneurs. Voilà, parce que jusqu'aujourd'hui, avec la loi AGEC, c'était pas possible. Ces sessions, en fait, étaient seulement possibles pour des associations de soutien scolaire, de parents d'élèves. Enfin, voilà, c'était très restreint. Et ça a été élargi, donc voilà, une bonne chose pour permettre à ce secteur de la réparation et ESS de se développer. Et puis, les deux dernières mesures que je pensais intéressantes de citer, et là pour le coup qui vont concerner les entreprises opérateurs radio ou téléphonie. Les opérateurs de communication électronique vont devoir, lorsque leur chiffre d'affaires annuel va dépasser un certain seuil, ça on va devoir attendre les textes d'application pour savoir, devront publier des indicateurs environnementaux et notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça peut-être qu'aussi dans la prise de conscience, encore une fois, et la transparence de l'impact du numérique, ça pourra réorienter certaines pratiques et ça pourra donner des indicateurs utiles pour les clients de ces opérateurs. Et puis, l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement sont désormais inscrits comme critères d'attribution des fréquences radioélectriques par l'ARCEP. Donc, il y aura une obligation également pour l'acquéreur ou le preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain sur lequel il veut édifier des pylônes, des poteaux ou des constructions pour supporter des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, d'informer le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, bon, concrètement le maire ou le président de la collectivité, à fournir un document attestant d'un mandat de l'opérateur. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de se dire, voilà, on développe un réseau d'antennes de plus en plus dense avec la 5G, etc. pour ce développement du numérique. Il faut que l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement soient inscrits comme critères d'attribution. On ne peut plus continuer comme ça à simplement profiter d'effets d'aubaine sur des territoires ou sur des terrains. Donc ce sera désormais à prendre en considération par ces entreprises. Voilà, et donc je pense que le temps des questions est arrivé.
Merci beaucoup pour vos deux interventions. J'invite les participants, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. C'est le moment. Dans tous les cas, nous essaierons de répondre à toutes les questions. Dans tous les cas, vous recevrez le support de présentation et le lien vers le replay. Alors, on a déjà des premières questions sur le chat. Plutôt pour toi, Elisabeth, sur la première partie. Pourquoi une loi et pas une norme, vu qu'elle n'est pas si contraignante que ça? Alors effectivement, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand on reprend l'historique qu'on comprend pourquoi on en est là. Effectivement, à l'origine, c'était le cœur de la proposition de loi, c'était d'avoir un référentiel réglementaire et contraignant qui serait contrôlé par l'ARCEP et sanctionné ensuite derrière avec des sanctions pénales. Donc c'était vraiment un vrai dispositif légal et réglementaire à la base. Et malheureusement, avec le passage à l'Assemblée nationale après le Sénat, l'Assemblée nationale n'était pas du tout partante pour avoir trouvé que c'était prématuré justement d'avoir ce type de dispositif légal et réglementaire. Et donc, ils ont édulcoré ça en créant un espèce de référentiel. Et on se retrouve effectivement aujourd'hui avec quelque chose qui s'apparente à une norme volontaire, d'application volontaire et qui a plus vraiment de rapport. Voilà, donc je pense que la seule différence avec une norme comme celle de l'AFNOR qu'on attend, c'est qu'elle est censée être validée et le fruit d'une concertation entre plusieurs autorités administratives indépendantes. C'est faire un peu une contre-proposition. Après, honnêtement, quand on voit ce qui se passe depuis le début du quinquennat, c'est dans l'inspiration de beaucoup de choses qui ont été faites avec une administration un petit peu start-up qui a vocation parfois à concurrencer un petit peu le secteur privé et à essayer de se positionner justement sur des référentiels, des indicateurs. Et on voit le même mouvement, par exemple, sur les questions de parité aussi au sein de l'entreprise, sur plein de types d'indicateurs qui sont développés par le secteur privé, par les entreprises elles-mêmes, et finalement après qui sont, j'ai envie de dire, aspirées, digérées et reprises par des administrations qui ensuite, quelque part, lui donnent un petit peu un tampon officiel pour essayer de renforcer un petit peu, de booster ces référentiels-là. Mais voilà, enfin, c'est vraiment une évolution à la base, c'était censé effectivement bien être quelque chose de légal et réglementaire. Puis c'est le jeu parlementaire, hein, c'est le jeu démocratique entre guillemets. Et puis aujourd'hui, effectivement, on en est là. Et effectivement, pour rebondir sur l'AFNOR-SPEC, donc là, le but, c'est effectivement de faire consensus, d'échanger entre plusieurs parties prenantes de plusieurs domaines, donc plusieurs industriels. Et le but aussi est de le proposer à l'international et notamment à l'Europe. Donc après, à suivre aussi ce qui se passera de ce côté-là. Du coup, dans les questions... alors, avant de passer à celle sur les finances, peut-être dans la même lignée de ce que tu viens de répondre, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements dans la commande publique, alors contraints ou alors de fait, parce qu'on s'intéresse à l'impact du numérique, puisqu'effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, et encore nous, on est juste sur la loi REEN, hein, mais en termes de sensibilisation et de prise en compte de l'impact environnemental, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais est-ce que dans la commande publique, est-ce que ça a un impact ? Oui, alors c'est une très bonne question. Et alors là, pour le coup, on sort de la loi REEN et il y a une disposition en fait qui aurait bien trouvé sa place dans cette loi, mais en fait qui est dans la loi AGEC et qui impose aux acheteurs publics de privilégier l'éco-conception des logiciels et des services numériques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans la loi AGEC donc en 2020 et où pareil, ce qu'ils avaient dit, c'est en gros la manière dont la disposition était rédigée, ça impliquait que la personne publique puisse utiliser soit un critère du coût global pour attribuer au marché, soit un critère d'analyse de cycle de vie du service numérique qu'elle commande. Et en fait, on était bloqué depuis en fait, c'était censé être rentré en vigueur en janvier 2021. Et en fait, on est toujours bloqué parce que pour l'instant, il y avait un projet qui s'appelle Négaoctet qui est financé par l'ADEME et que Amandine peut-être pourra plus vous expliquer que moi, mais qui avait cette charge de définir une base de données et puis voilà de donner les bases en fait d'un référentiel d'ACV pour les services numériques. Et on l'a beaucoup attendu. Et finalement, les acheteurs publics, du coup, ne sachant pas comment prescrire en fait cette éco-conception des services numériques, pour l'instant, nous, ce qu'on
voit en termes de marché, c'est qu'on voit peu de choses. C'est très difficile pour les services. Ils s'y intéressent. Ils sont censés être obligés de le prendre en compte dans l'expression de leurs besoins et dans les critères d'attribution quand ils vont justement demander des prestations numériques. Mais en fait, c'est très difficile pour eux aujourd'hui à prescrire sans ces référentiels justement qui sont ouverts, disponibles à tous, parce que comme vous le savez, avec la commande publique, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination, etc. Donc aujourd'hui, il y a cet effort. Ils ont l'obligation, donc à partir du moment, a priori, où il y aura ce référentiel, on devrait le retrouver un petit peu partout sur ces marchés, ou à défaut, je vous invite à contester ces appels d'offres, hein, s'ils sont attribués sans prendre en compte ces référentiels, parce qu'encore une fois, c'est une obligation dans la loi AGEC pour eux de le prendre en compte en fait, dans l'expression de leurs besoins et l'attribution des marchés. Et du coup, pour faire la transition, il y a Cécile Rouillet qui nous pose la question aussi des prochaines versions de cette loi. Est-ce qu'elle est vouée à évoluer? On sait qu'il y a les élections aussi cette année. Est-ce que ça va avoir un impact? Alors, c'est une bonne question. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a même eu, et alors là, je ne saurais plus vous dire si c'était je crois que c'est même une loi, en fait, avec un seul article, mais bref, il y a une sorte de court-circuitage où, en fait, pour compléter cette loi, ils ont pris ensuite une autre disposition, mais quelques semaines après, pour que finalement ce soit de mémoire l'ARCEP qui gère une mission justement de contrôle des services numériques, du numérique responsable, etc. Donc, ils ont déjà essayé de faire un patchwork et de la compléter quelques semaines après. Le ressenti, c'est que le Sénat est extrêmement contrarié par cette version finale parce qu'effectivement, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait aller beaucoup plus loin et il voulait des sanctions, il voulait des contraintes. Il voulait que ça aille plus loin et que ça aille plus vite. En revanche, la réalité, c'est que la législature là se termine courant février. Donc, courant février, c'est terminé. Il y a plus rien de toute façon avec la période préélectorale. Il n'y a plus de texte, il n'y a plus de réunion à l'Assemblée. Donc, il faudra attendre de toute façon, effectivement, la prochaine législature pour voir si ça bouge. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, de toute façon, c'est un premier pas, mais c'est un mouvement qui va faire que s'accélérer et qui allait dans le sens de le renforcement de ces contraintes, de cette prise en considération. Donc ça, voilà. Après, sur un calendrier un petit peu précis, est-ce qu'on peut se dire, par exemple, que d'ici 2024, il y aura déjà eu une intervention législative pour que ce référentiel devienne obligatoire, comme c'était l'esprit initial de cette loi? Ça, honnêtement, je ne saurais pas vous dire parce qu'effectivement, il y a tellement d'aléas sur le type de parlement qu'on va avoir, le type de gouvernement qu'on va avoir dans quelques mois, que c'est difficile à dire. Mais effectivement, il faut s'attendre à ce que très clairement, on n'en reste pas là. Après, de vous à moi, nous et j'imagine que vous, c'est pareil, on est un petit peu fatigué de l'inflation législative parce que ça a été quand même une législature, il y a beaucoup trop de textes et justement, il y en a trop, ils sont vite faits, ils sont mal faits. Ça laisse pas le temps aux entreprises de s'adapter, ça laisse pas non plus le temps aux acteurs économiques d'expérimenter et ensuite de vraiment proposer des choses qui fonctionnent. Et donc, moi, à titre extrêmement personnel et dans le sens de mon engagement, j'aimerais bien que ça se stabilise un petit peu, qu'on commence justement déjà à mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place et puis qu'ensuite, justement, on arrive avec des lois beaucoup plus construites. Et je pense qu'il faudrait, voilà, là, entre la loi climat plus cette loi-là, la loi AGEC, en 2 ans, tout ce qu'on a demandé au secteur privé comme au secteur public en termes d'évolution, je pense que ce serait bien de laisser déjà tout le monde se mettre un petit peu à la page et puis redonner aussi envie aux acteurs d'aller plus loin, d'expérimenter pour ensuite contraindre et proposer vraiment quelque chose de contraignant adapté. Ensuite, alors on a une question, c'est plutôt sur la dernière partie de ta présentation, sur les antennes téléphoniques. Si on a des antennes téléphoniques qui ne sont pas de notre fait sur un terrain, quid de la responsabilité? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la notion de responsabilité. La responsabilité de qui, du coup? Peut-être que la personne peut prendre la parole pour nous expliquer. Hein, sinon. Oui, en fait, voilà, on a un terrain et sur lequel il y a une antenne téléphonique qui n'est pas de notre, qui est émise par un opérateur sans même nous en avertir. Et je sais même pas qui c'est l'opérateur.
hein, et c'est un truc, c'est sur un terrain qu'on a et industriel. Et il y a un opérateur, il a mis une antenne de relais téléphonique. Et je suis incapable de savoir d'où elle vient, cette antenne. J'ai même pas d'autorisation. Et c'est sur le pylône qui dessert l'électricité. Dessus, il y a une antenne de téléphonique. Et il n'y a même pas eu d'études. Il y a une maison qui est même pas à 5 mètres de là. Voilà. Ok, Donc, alors ça semble un peu lunaire. En toute transparence, c'est mon associé qui fait du droit de l'urbanisme, qui gère les contentieux plus d'implantation des antennes. Donc, je pourrais peut-être plutôt vous mettre en lien avec lui pour vous en parler avec lui directement. Mais effectivement, en principe, enfin, dans tous les cas, c'est une propriété privée. Ça semble assez improbable que... comme vous avez dit qu'on allait être responsable des antennes qu'on mettait sur notre domaine, si l'antenne n'est pas à nous, la responsabilité, elle est à qui, quoi? Parce que c'est ce que moi, je vais être responsable d'une antenne qui est pas de mon fait, voilà. Non, mais enfin, là, votre cas, j'ai l'impression que c'est qu'elle a été implantée illégalement. Enfin, je veux dire, si vous savez pas qui l'a implantée et que c'est sur votre propriété, il y a un gros souci. C'est Bah, c'est sur un pylône d'EDF, donc je suis pas sûr que le pylône ne soit pas du domaine public. D'accord. Et l'antenne, elle est posée sur vous savez, sur les blocs en béton dessus, là, où il y a le pylône qui dessert l'électricité. Et on a vu qu'il y avait une antenne téléphonique dessus, Ok. discrètement. Et on n'a Alors, jamais. il y a pas, honnêtement, je pense que là, il y a pas vraiment de lien avec ce que je vous ai présenté sur la loi Rennes, sur la question de l'implantation des antennes, hein. Ce qui est prévu pour l'implantation des antennes, c'est vraiment cette question avant de donner l'autorisation, maintenant, on va essayer de prendre en compte des objectifs comme la préservation de l'environnement, etc. Mais là, vous, c'est un problème qui a rien à voir, hein. Enfin, moi, ce que je vous propose, c'est plus de vous laisser une adresse mail pour continuer la discussion si vous avez besoin, mais c'est un autre sujet en tout cas. D'accord. Et aux questions, pendant ce temps que j'y suis, nous, on travaille on fait de la programmation sur des logiciels et on maîtrise pas le logiciel. On développe juste la petite partie logicielle Ouais. et on n'a pas de notion comment ça s'appelle, de durabilité du logiciel parce que de toute façon, c'est comme Windows, ils évoluent quand ils en ont envie, en fait, et ils arrêtent les versions quand ils en ont envie. Donc, comment nous, on peut gérer ce genre de choses? Là, je pense que c'est plus une question pour Amandine pour le coup, hein. Mais là, en fait, donc, vous utilisez un logiciel, c'est ça? Ben, on Enfin, développe vous achetez sur un du logiciel? LDR, par exemple, Développeur. sur du télémécanique. Mhm. On fait de la machine spécifique. Donc, on développe une application où il y a de la robotique, où il y a des IHM dessus. Et donc, comment moi, je vais pouvoir gérer l'obsolescence du constructeur, en fait? Là, c'est déjà engager le dialogue avec le constructeur. Et après, si on voit plus loin sur comment éco-concevoir le service, c'est tout simplement essayer de voir c'est une démarche d'éco-conception, quels sont les flux de données entrantes, sortantes, quel est le cycle de vie lié à ce développement-là et identifier les pistes sur lesquelles aussi vous avez un impact ou pas et en travaillant avec le fournisseur, si vous promenez une solution clé en main, là, c'est vraiment l'initiation d'une démarche. Donc là, on est vraiment, tout à l'heure, je vous faisais le parallèle avec le produit, c'est la même chose. Quand j'assemble un produit et que j'achète mes composants, de la même chose, je vais regarder sur quoi je peux jouer et identifier ce qui se passe pour mes composants. Là, c'est pareil sur les briques logicielles, numériques, je vais faire la même chose. Donc forcément, suivant ce qu'on achète ou ce qu'on fait nous, les pistes ne vont pas être les mêmes et la marge de manœuvre ne va pas être la même. Là, c'est pareil, c'est un échange qui nécessiterait un petit peu plus de temps, mais en tout cas, c'est l'état d'esprit. C'est déjà identifier sur quoi vous pouvez jouer et interroger aussi votre fournisseur. D'accord.
Il nous reste quelques minutes encore. N'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir. Alors, je vois une question sur le lien entre le numérique et la santé publique. Quels en sont les principaux enjeux? Alors là, c'est pareil. Est-ce que vous parlez des enjeux en termes d'impact environnementaux du numérique et le fait que, par exemple, le numérique représente, en suivant les sources, on va dire à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales? Est-ce que c'est ça qui est derrière la question? Bonjour. En fait, c'est un terme qui a été cité tout à l'heure et j'ai bien compris. Donc, évidemment, le lien entre l'impact environnemental et la santé. Après, vous avez parlé d'ondes et d'aménagement du territoire. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est le trop plein d'ondes? Mais voilà, comme en fait, le terme avait été cité tout à l'heure et je voulais savoir si j'avais bien compris ou s'il y avait des choses en fait induites que je ne maîtrisais pas. Moi, je pense que c'est moi aussi qui ai utilisé ce terme sur la question de la captation du temps des utilisateurs. Moi, je faisais référence à pas mal d'études qui ont été menées sur l'ARS, justement, sur l'impact justement de ces stratégies de captation et et on s'en rend tous compte aujourd'hui, sur les problèmes de santé qui sont liés à un usage effréné du numérique, le temps devant les écrans, etc. Et notamment pour les enfants, où là, c'est un sujet qui avait été pareil, pas mal porté par le Parlement aussi. Il y avait eu des missions d'information parlementaire, ça n'a débouché sur rien, mais où ça reste un sujet du numérique, notamment sur la question du développement des enfants en bas âge et la question voilà, du temps de captation avec toutes les stratégies qui sont mises en place dans la conception des services numériques, justement pour qu'on y passe le plus de temps possible. Et voilà, il y a déjà des bilans qui sont assez catastrophiques, sans parler ensuite de tous les autres enjeux, les types de problèmes de santé mentale qui sont liés aussi et qui ont été extrêmement aggravés avec le numérique, que ce soit les questions de harcèlement, les troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc la captation, en fait, le fait de toujours vouloir obliger, parce que c'est le modèle économique pour avoir plus de temps consommé devant des publicités numériques, la logique des opérateurs et des prestataires de services de capter en fait toujours plus le temps et notamment des plus jeunes. Aujourd'hui, c'est un problème de santé publique qui est majeur et qui est lié aussi à des problématiques d'éco-conception, qui est effectivement distinct de la question de l'éco-conception du service numérique au regard de son empreinte carbone. Finalement, les deux sont liés parce que plus on passe de temps devant les services numériques et plus, de toute façon, l'impact carbone est problématique. Mais en tout cas, ces deux volets, ces deux problèmes majeurs aujourd'hui qu'on a avec le numérique, sur lesquels le Parlement est très sensibilisé et voudrait intervenir. Effectivement, la question aujourd'hui, c'est quels moyens on est capable de mettre en place. Et c'est vrai qu'on est un peu à cette phase du Far West, comme on dit, du numérique, où c'est très déréglementé. On expérimente beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais pour l'instant, c'est complètement dérégulé et donc ça devient un petit peu boulimique. Et il y a des impacts en termes notamment de santé publique ou d'environnement dont on se rend compte qu'on n'arrive pas à les contrôler. Et aujourd'hui, le Parlement, et c'est l'exemple de cette loi qui est vraiment focus sur l'aspect empreinte carbone du numérique, mais qui aussi doit être mise en lien avec ces enjeux de santé publique, c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de réglementer ça, sachant que ça reste une problématique extrêmement mondialisée et voilà, sur laquelle c'est très difficile d'intervenir. Merci beaucoup. Voilà, et pour peut-être dernière petite question, pour celles qui n'auront pas de réponse, hein, puis comme l'a dit Laïla, sur toutes celles où on a répondu, on vous fera un petit récapitulatif. Il y avait une question sur les aides. Donc merci Anne-Sophie d'avoir précisé. Hein. Donc l'ADEME propose effectivement des accompagnements pour les entreprises pour soit les premiers pas, donc ça c'est l'action notamment Auvergne-Rhône-Alpes Tremplin, et l'accompagnement approfondi aussi Perfecto. Donc là, c'est pareil, vous pouvez nous contacter le pôle éco-conception si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce sujet-là. Cécile aussi a demandé si on réalisait des formations. Donc là, c'est pareil, si vous voulez savoir ce qu'on fait sur le domaine du numérique, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on est pile sur 15 heures. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour cette session et puis pour tous vos échanges. Si je peux également compléter la question de demande d'accompagnement et d'aide, ce que je n'ai pas précisé peut-être tout à l'heure, c'est que le programme éco-conception vous permet justement
d'avoir à la fois ce premier levier d'information, niveau d'information sur l'éco-conception, mais également des formations d'une demi-journée, des sessions collectives vraiment sur la mise en place et un approfondissement technique sur la démarche éco-conception. Mais vous avez aussi la possibilité en parallèle d'avoir un pré-diagnostic d'orientation, de faire un état des lieux de la démarche dans votre entreprise et voir justement quels sont les premiers leviers de transformation. Et ça vous permet également d'identifier les dispositifs qui vont vous permettre de financer cette démarche, ou en tout cas d'être accompagné dans soit les premiers pas, soit l'approfondissement de la démarche éco-conception. Dans tous les cas, nous vous enverrons le support, également un petit compte-rendu en reprenant les réponses aux questions, soit qui n'ont pas été peut-être détaillées ou alors celles qu'on a pu oublier. Vous allez recevoir également un petit lien, un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à faire des commentaires. Vous pouvez également nous contacter directement pour en savoir un petit peu plus et avoir les coordonnées de Maître Elisabeth Gelot et Amandine Autier. Je vous remercie à tous d'avoir participé, d'être restés jusqu'au bout. Vous avez été nombreux. Merci à vous deux pour votre intervention qui était vraiment passionnante. Parfois un peu compliqué, je pense, sur l'aspect juridique et réglementaire, mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers vous si vous voulez en savoir un petit peu plus et être accompagné sur ces questions-là. Je vous souhaite un très bon après-midi. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir, bon après-midi. Voilà.